Salut! Je suis très contente de te retrouver pour notre rendez-vous du jeudi. C'est vraiment rendu une grande joie pour moi d'être là, euh, de venir te parler à tous les jeudis. En plus que je te parle d'une passion pour moi, d'un sujet qui remplit mon cœur de joie. Donc, je suis vraiment contente d'être là. Aujourd'hui, je vais venir t'expliquer. Tu te souviens dans la vidéo numéro 2, je t'ai parlé que moi j'ai nommé ma chaîne La communication bienveillante et en même temps, Marshall Rosenberg, qui est le créateur de la méthode, l'a appelé la communication non violente. Hein? Puis au cours du temps, on lui a donné d'autres appellations, communication consciente, communication bienveillante. Et on se demande souvent, quand on entend plusieurs personnes, se demandent, mais voyons, la communication non violente, j'ai pas besoin de ça, moi. Moi, je suis pas violente, je suis pas une personne violente. Là. Pourquoi j'apprendrais ça? C'est pas pour moi, cette chose. Et j'aimerais venir avec toi vraiment démystifier pourquoi Marshall Rosenberg l'avait appelé la communication non violente. Et faire une petite réflexion avec toi par rapport à ça. Alors, pourquoi Marshall avait appelé la communication non violente, cette méthode, ce processus de communication? C'est que lui considère qu'il y a des formes de violence qui ont été acceptées dans notre société, qui déshumanisent notre relation à nous et aux autres. Nous, quand on entend violence, on pense à des cris, on pense à de l'agressivité, on pense à des gestes, des paroles qui sont rough, puis qui sont fortes, puis qui sont intenses. Et c'est pour ça qu'on a tendance à se dire, ben non, moi je suis pas violente, tu sais, moi je parle avec douceur et avec respect. Donc je suis pas une personne violente. Et dans le fond, c'est là qu'il faut aller voir pour prendre conscience. OK, oui, c'est vrai que c'est pas dans l'intensité, l'agressivité que je parle. On veut aller voir c'est quoi l'intention qu'il y a derrière ce qu'on dit. Hein, c'est surtout ça qui est important. En CNV, on porte vraiment une attention particulière à reconnaître l'intention, parce que c'est l'intention qui est à l'intérieur de nous qui va être ressentie par l'autre personne. Comme j'expliquais dans une autre vidéo, je peux bien arriver avec tous mes beaux mots, mes belles paroles. Si à l'intérieur de moi, ça dit « Hey, toi, tu vas m'écouter à la fin de cette conversation-là », est-ce que la personne va sentir mes beaux mots, mes belles paroles, ou elle va sentir cette tension-là qu'il y a à l'intérieur de moi de « t'es mieux de m'écouter ». Hein? Donc, l'intention, c'est qu'est-ce qui supporte nos mots, hein, dans le fond, ou nos gestes, ou notre présence. Est-ce que notre intention, c'est vraiment une intention de curiosité bienveillante pour savoir qu'est-ce que l'autre vit? Est-ce que c'est une intention de manipulation? C'est-tu une intention de présence en ouverture? Y a-t-il de l'amour dans notre écoute ou dans notre présence ou dans notre dialogue? Alors l'intention, c'est tout ça. Et ça va être quelque chose qui va être important de prendre conscience. On peut, avec l'auto-empathie, aller voir à l'intérieur de nous, revenir en nous, puis se demander, OK, c'est quoi réellement mon intention dans ça? Est-ce que je suis là pour être avec l'autre dans la bienveillance ou je suis là pour un projet, en l'intention? Donc, on va essayer de prendre
prendre vraiment connaissance de cette intention-là. Alors, Marshall parlait de violence acceptée dans notre société, comme par exemple faire la morale à quelqu'un, juger, porter des jugements sur quelqu'un. Ah, t'as-tu vu, lui, il est gros, ou regarde, lui, il n'est pas bien intelligent. Comparer. Ah, telle personne a fait bien, telle personne a fait mal. Critiquer ou blâmer. Parler des gens qui ont tort, des gens qui ont raison. Moi, j'ai tort, toi, tu as raison. On est encore dans le bien, dans le mal. Mettre des étiquettes aux gens. Dénigrer. Insulter. Intimider. Manipuler. Et Marshall va même jusqu'à dire complimenter et louanger. Ça, des fois, ça fait vraiment poser des questions. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Alors, j'aimerais ça voir avec toi comment tu te sens, toi. On va essayer juste de s'explorer un petit peu. Comment tu te sens si tu es dans un groupe d'individus qui parlent de quelqu'un d'autre en le jugeant, en disant « Ah ouais, lui c'est un ci, puis lui c'est un ça, puis t'as-tu vu, il a fait ça de même, puis ça n'a pas de maudit bon sens. » Comment tu te sens, toi, en écoutant puis en faisant partie d'un groupe qui parle de cette façon-là? Si tu t'imagines, est-ce que tu te sens en paix? Est-ce que tu te sens en joie? Est-ce que tu te sens en ouverture? Tu te sens-tu en sécurité de pouvoir être la personne que tu es? Comment tu te sens? Si par exemple tu es dans une discussion avec quelqu'un, puis la personne, elle t'insulte, elle dit que ce que tu as fait, ça n'a pas d'allure, ou elle dit des critiques, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens en paix? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, c'est détendu? Est-ce que tu te sens bien, en gratitude? Comment tu te sens? Quand on parle de violence, on parle de situations dans lesquelles tu vas te sentir déconnecté de ta vitalité, que tu vas te sentir en contraction, que tu vas être pas bien, mal à l'aise. On parle des situations où ça va bloquer ta créativité. Quand on est dans des situations de violence, petites ou grosses, on se braque, on se ferme. On est contracté, on est en fermeture, on est en protection. Et même si c'est une petite violence qui est acceptée dans notre société, ça fait la même chose dans notre corps. C'est juste qu'on a appris à naviguer avec ça, on a appris à s'adapter, on est des êtres d'adaptation. Mais en même temps, est-ce que c'est bon pour nous? On peut se questionner. On peut se questionner là-dessus. Dans notre éducation, en général, il y a eu beaucoup de... Je vais dire ça autrement. L'éducation, en tout cas moi, dans ma génération, peut-être que ça tend à l'être moins, je le souhaite. Il y a eu beaucoup de conséquences et de récompenses, de menaces et de promesses. Qu'est-ce que ça fait, ça? Quand on dit à un enfant, « OK, si tu fais ce que je te demande, tu vas avoir telle récompense. Si tu ne fais pas ce que je te demande, tu vas avoir telle conséquence. » Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Est-ce qu'on apprend à écouter leur senti puis à l'exprimer? Ou on apprend que c'est l'adulte qui a la bonne réponse
et qu'on va avoir notre récompense à l'extérieur de nous et qu'on agit sous la peur ou sur l'espoir. Est-ce que ça fait qu'on prend la totale responsabilité de nous? Ou si on se déresponsabilise pour se dire « Ah, ben, c'est parce que moi j'ai appris que les bonnes réponses pour moi venaient de l'extérieur, de mon père, de ma mère, de mon prof. » Alors, quand on amène quelqu'un à faire quelque chose en lui disant qu'on va avoir une récompense ou qu'on va avoir une conséquence, on n'est pas dans un espace de, de bienveillance. On est dans un espace de contrôle. On n'est pas curieux de ce que l'autre vit. On veut l'amener là où on veut qu'il aille. Donc, c'est là qu'il y a, le mot violence est peut-être gros, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'est pas en train de vouloir connecter avec réellement l'essence de l'autre personne. On est en train de vouloir la manipuler à nos fins. Et c'est là la violence qui fait qu'on se déconnecte. Hein? Quand on est jeune, on va se déconnecter de notre intuition, de ce qu'on ressent qui est réellement bon pour nous, de nos opinions, hein? Parce qu'on va prendre on va dire, moi je ressens ça, mais là, alentour de moi, on me dit que c'est pas ça, que c'est l'autre réponse ou l'autre réponse. Donc, on va se déconnecter de nous. Et c'est ça qui est la violence, de se déconnecter de notre essence, de notre élan de vie, de nos intuitions, de ce qui est vraiment vivant pour nous. Puis, à un moment donné, on ne sait plus ce qui est vivant pour nous parce qu'on n'a pas été habitué d'aller voir ça. Et c'est ça l'invitation de la communication bienveillante avec l'auto-empathie, c'est de revenir à faire de la clarté avec ça. C'est quoi qui est vraiment moi? C'est quoi qui est vraiment ma source de vie à l'intérieur de moi? Alors, quand on se déresponsabilise, ben ça en est une forme, ça, de déshumanisation de notre communication à nous et à l'autre. Quand on dit que c'est la faute des autres, quand on fait les choses par obligation ou par devoir, hein, on n'est pas connecté. Aussitôt qu'on se déconnecte de nous, on est dans la déshumanisation. Alors, quand on se déconnecte par pression sociale ou parce qu'on a des impulsions incontrôlables ou parce qu'on a des conditions psychologiques, par exemple, aussitôt qu'on se déconnecte, hein, qu'on dit « Ah, c'est à cause de mon histoire quand j'étais jeune, ah, c'est pas de ma faute », tout ça, on se déconnecte de nous. Donc, ça l'amène de la déshumanisation. Ensuite de ça, quand on a des exigences, hein, j'en ai parlé dans l'autre vidéo avant, les exigences, c'est quand on ne tolère pas que l'autre personne nous dise non. Hein? On ne tolère pas que l'autre personne nous dise non, puis même qu'on va aller subtilement parfois lui faire regretter de nous dire non. Donc, c'est ça l'exigence. C'est, je te demande quelque chose, par exemple, tu me dis non. Je ne suis pas dans l'accueil de ta vérité. Je suis dans je vais te faire payer. Donc, ça, c'est une forme de violence. C'est ça. Lorsqu'on veut forcer quelqu'un à faire quelque chose, peu importe de quelle façon, on le coupe de son élan de vie. Parce qu'il ne fera pas la chose qu'on lui demande, il ne la fera pas parce que il a tellement l'élan de contribuer, ça fait tellement de sens pour lui, il le fait à partir de sa vitalité. Non, il va faire la chose en se coupant de sa vitalité, en disant j'ai pas le choix, puis ou j'ai peur, ou il va le faire à partir de cet espace-là en lui. Et ça, on veut pas ça, parce que ça, c'est se faire violence. C'est ça, se faire violence. Alors, quand on ment, par exemple, ou qu'on dit des choses qui sont fausses, on invente des choses,
Ça aussi, c'est une forme de violence envers soi, envers l'autre. Hein? Parce que aussitôt qu'on perd notre authenticité, hein, on n'est pas authentique, on n'est pas dans une qualité de connexion avec nous, avec l'autre, puis ouais, qu'on ne prend pas la totale responsabilité de nous, c'est là qu'on est dans la déshumanisation. On veut ça, on veut être dans l'authenticité, la responsabilité de soi, puis la connexion à soi et à l'autre. Alors, je ne sais pas comment toi tu te sens, par exemple, si tu te rends réellement compte que quelqu'un te ment. Est-ce que tu sens qu'il y a de la connexion? Est-ce que tu sens que c'est une discussion ou un dialogue qui t'élève, qui te met en joie? Est-ce que tu sens qu'il y a de la vitalité là-dedans? Que tu es avec l'autre, puis que vous vous élevez ensemble? C'est ça qu'on veut aller toucher. Comment toi tu te sens dans ces situations-là? Par exemple, si ça t'arrive à toi, ces choses-là, comment tu te sens? Est-ce que ça t'amène du beau, du bon? C'est en connectant avec ce que ça te fait à toi que tu vas aussi savoir ce que ça fait à l'autre. Ou ce que ça peut. Quel impact toi tu peux avoir sur l'autre quand ça t'arrive, toi, de parler en dénigrant ou quand ça t'arrive de compter un mensonge. Et c'est ça qui nous permet, on est des miroirs les uns pour les autres. Alors, ce que toi, comment tu ressens les choses, c'est très possible que l'autre vive quelque chose de similaire. Et c'est comme ça que ça nous permet de faire du sens à « Oh, ok, mais moi, je ne veux plus faire ça parce que, mon Dieu, moi, je me sens pas bien, peut-être, quand ça m'arrive. Donc, je ne veux pas faire vivre ça à quelqu'un. Alors, je vais choisir autre chose, un autre chemin. Le chemin de l'authenticité, le chemin de la connexion, de la curiosité bienveillante. » Alors, c'est ça, toutes ces formes de communication-là qui sont déshumanisantes. Ça nous éloigne de notre élan de vie, de notre dignité, de notre créativité. Puis, tranquillement, plus qu'on se coupe, ben, ça l'amène les gens dans une perte de sens. Hein? On n'a plus de sens. Hein? Cette connexion-là à nous, surtout notre connexion à nous, et la connexion qu'on a avec les autres êtres humains autour de nous, c'est l'essence même de la vie. Alors, fait qu'on devient, on peut avoir des dépressions, on peut, c'est ça, avoir une perte de sens. Il y a comme une aliénation à un moment donné de... Quand il y a de l'incohérence, hein, c'est qu'il y a une certaine incohérence qui s'installe en nous pour réussir à s'adapter à tous ces langages-là. Alors, il y a une perte de vitalité qui vient avec ça. Et c'est ça qu'on veut retrouver. On veut se reconnecter à cette vitalité-là qui est la vérité, notre vérité, pas la vérité, notre vérité. Et être capable de s'amener dans le monde avec cette vérité-là. Hein? Puis en être fier, puis l'honorer, comme on va honorer et être reconnaissante et admirative de la vérité de l'autre. C'est ça qui est l'invitation. Et j'aimerais ça faire avec toi quelques exemples, juste pour qu'on aille un peu dans le senti. Par exemple, si quelqu'un vient vers toi et dit « Hey, pourquoi tu n'étais pas là au souper de famille? C'est bien sans cœur, ça! » Comment tu te sens? Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Dans un discours bienveillant,
et où je prends la totale responsabilité de ce que je vis. Je pourrais dire, par exemple, « Hey, t'étais pas au souper de famille, puis, ben, il y a une partie de moi qui était triste, puis qui était déçue, puis j'aimerais ça te le partager, si t'es d'accord. Parce que, ben, t'étais pas là, puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme quelque chose qui nourrissait pas à cause de ça. Tu sais, un besoin de célébration, puis de légèreté, puis de plaisir que je portais, qui aurait été important pour moi. Puis, ben, le fait que tu sois pas là, tu sais, c'est ça que c'est venu me faire vivre à moi, tu sais. Puis là, ben, on pourrait aller dans une demande, comme je parlais dans l'autre vidéo avant, une demande de connexion. Comment tu te sens quand je te dis ça juste là? Puis là, on pourrait entendre l'autre personne sur... On ne sait pas comment l'autre personne va réagir. Elle va peut-être le prendre personnel, même si on a utilisé les plus beaux mots du monde. Et même si on avait la plus belle intention, peut-être. On va vouloir être là avec elle, écouter c'est quoi qu'elle vit par rapport à ça. Mais, vois-tu, en dessous d'un blâme, il y a un besoin qui n'est pas répondu. C'est ça qu'on peut entendre aussi, autant dans nous que dans l'autre. Ah, OK. Je te fais sentir mal là, parce que tu n'étais pas au souper. C'est parce que moi, dans le fond, là, il y avait quelque chose de tellement important pour moi dans ta présence. Puis ça a amené tout le monde à être, tu sais, peut-être qu'il y a de la déception de tout le monde qui n'était pas là au souper. Puis ça a amené de la lourdeur, puis moins de célébration. C'est ça qu'on veut communiquer. Par exemple, quelqu'un peut arriver et dire « Ouais, ben en tout cas, moi je pense que c'était pas bien pertinent ou acceptable que tu dises ton opinion. Ça se fait pas, ça. Donc, comment tu te sens, toi, si quelqu'un dit ça? C'est comme du blâme, c'est comme de la morale. Ben, à la place, je peux dire, tu sais, quand tu as dit ton opinion tantôt, là, ah ben, je me suis vraiment sentie un peu, ben, j'étais un peu mal à l'aise. Je me sentais comme gênée. En fait, tu sais, je me sentais petite parce que il y a quelque chose de, pour moi, de très important dans l'harmonie, puis tu sais, peut-être aussi dans le prendre soin, tu sais, dans le prendre soin de tout le monde qui est là, tu sais, fait qu'il y avait comme une inquiétude aussi peut-être dans moi de, tu sais, ça va-tu passer, comment tout le monde va se sentir. Donc, je peux venir nommer ça comme ça, puis je peux toujours venir faire une demande de connexion ou une demande de reformulation. Serais-tu d'accord pour juste me redire qu'est-ce que tu viens d'entendre de ce que je t'ai dit? Comme ça, pour être sûr que tu as bien entendu là, la même chose que la personne elle peut venir reformuler. Mais ça, c'est que je prends la totale responsabilité que ce que la personne a fait, elle l'a fait. Et si j'ai quelque chose à dire, par exemple, par rapport à ça, si moi j'ai un jugement de « Ah, je trouve ça déplacé, ce que tu as fait, ça se fait pas », c'est parce que il y a quelque chose dans moi qui est dérangé. C'est à ça qu'il faut que je porte attention. Qu'est-ce qui est dérangé à l'intérieur de moi? Et que j'en prenne soin. Et que je puisse le nommer à l'autre. Parce qu'après ça, l'autre va pouvoir se lier à ça. Il va pouvoir dire « Ah, ok, c'est ça qui était vivant pour toi. » Mais si je lui envoie des blâmes, je pense pas qu'il va vouloir vraiment, ou ça va être vraiment plus difficile de se lier à ce moment-là. Et le dernier exemple que je veux te faire, c'est tout à l'heure, je t'ai dit que même
les compliments ou les louanges peuvent être une forme de violence. Et ça, c'est difficile parfois à saisir. Je vais essayer de te le faire, de te l'expliquer du mieux possible. Alors, par exemple, si je te dis, « Hey, toi, là, t'es tellement bonne pour parler aux gens. » Comment tu te sens? Ça se pourrait-tu qu'il y a une partie de toi qui se dise, « Ben, pourquoi tu me dis ça? » Ben, ou une partie de toi qui dit, « Ben, moi, je trouve pas vraiment que je parle bien aux gens. Que je sais pas trop pourquoi tu me dis ça. » Ça se peut qu'il y ait une partie de toi qui se demande, ben, ça te fait quoi, toi, que je sois tellement bonne pour parler aux gens? Tu sais, pourquoi c'est si important pour toi de me dire ça? Alors, c'est là que c'est très important, quand tu nommes quelque chose à quelqu'un, de le relier à quelque chose qui est vraiment important pour toi, pour que la personne puisse se lier. Parce que si je fais juste te lancer un compliment comme ça se peut que tu sois vraiment mal à l'aise, puis que tu sais pas quoi faire avec ça, puis que ça résonne pas à toi, tu comprends pas pourquoi la personne. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de recevoir un compliment, puis de pas savoir trop pourquoi la personne elle disait ça, puis finalement tu te sens pas bien. Hein? Ça veut pas dire que parce qu'on donne un compliment, que l'autre personne se sent automatiquement bien avec. Et c'est là la forme de violence, hein, comme on dit, c'est que ça vient déstabiliser quelque chose en nous qui est pas bien, qui est pas en connexion, tu sais, avec toute notre vitalité. Alors, par exemple, je pourrais dire, « Hey, tu sais, je te trouve tellement bonne quand tu parles aux gens. » Moi, quand je t'écoute parler, là, je sais pas, ça me remplit de joie. Je me sens dans toute ma vitalité. Je me sens même en gratitude. Parce que quand je t'écoute, ça nourrit mon besoin d'inspiration, puis d'apprentissage aussi. Parce que quand je t'écoute, on dirait que ça me donne des façons, moi, que je pourrais parler aussi aux gens. Fait que ça me fait du bien. Merci pour ça. Donc, vois-tu la différence? Je donne un compliment à quelqu'un, mais je lui explique en même temps qu'est-ce que ça nourrit dans moi que elle soit, je la trouve tellement bonne quand elle parle aux gens. Hein? Si j'ai l'élan de lui dire, c'est que ça nourrit quelque chose vraiment pour moi. Puis de lui dire, ça va créer le pont entre elle et moi, puis là, ça va créer la vie. Puis là, elle va pouvoir savoir, « Ah oui, moi, je contribue à ça pour toi. » Wow! C'est vraiment génial! Hein? Fait que là, elle va pouvoir comprendre le compliment. Et ça fera plus un « Hein? Je comprends pas. » Comme une espèce de blocage. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Les raisons pourquoi ou qu'est-ce qu'on entend par communication violente et pourquoi Marshall l'avait appelé de cette façon-là. Quelles sont les caractéristiques qui la rendent violente et comment on peut l'humaniser, la rendre plus humaine au lieu de... Hein, on pourrait dire aussi, au lieu de communication non violente, on pourrait l'appeler la communication déshumanisante. Ça serait un bon synonyme. Alors nous, on veut humaniser, on veut mettre de la bienveillance, on veut mettre de l'authenticité, on veut mettre de la responsabilité individuelle dans nos dialogues, dans notre vie intérieure et dans nos dialogues. Et on veut aussi être conscient de l'intention d'où part notre communication.
Alors, c'est ça l'invitation cette semaine. Je t'invite vraiment à poursuivre, à pratiquer ton auto-empathie, de revenir à l'intérieur de toi quand tu vis des émotions, des contractions, des tensions intérieures, pour revenir de plus en plus à une clarté pour toi. Puis je t'invite aussi cette semaine à prendre conscience. Hein? On n'essaye pas, on se blâme pas, hein? Parce que là, on va être violent envers nous. Donc, on veut pas, on veut être doux, hein? Doux avec soi, dans l'observation, dans la prise de conscience. La première étape pour aller vers du changement, c'est de prendre conscience. Hein? Si on ne prend pas conscience de ce qui est déjà en place, on ne peut pas aller ailleurs. On ne peut pas faire un pas dans une direction quand on ne sait même pas où est-ce qu'on est. Donc, on prend conscience. Fait que cette semaine, je t'invite vraiment à observer. Observer avec bienveillance pour toi, avec curiosité. Ah, à quel endroit peut-être que je fais des blâmes ou je fais des compliments sans expliquer pourquoi, ou à quel endroit je me déresponsabilise puis je dis que c'est de la faute d'un puis de l'autre. Juste observer, première étape. Et après ça, ça va te permettre tranquillement, plus que tu vas l'observer, plus que tu vas observer ce que ça fait à l'intérieur de toi, plus que tu vas dire « Oh, c'est-tu toujours ça que je choisis? » Ah, puis peut-être que tranquillement, tu vas choisir un autre chemin. Tu vas prendre conscience, douter, puis tu vas savoir où tu veux aller. Alors, je te souhaite une super semaine et j'ai déjà hâte, encore une fois, de te revoir jeudi prochain. Bye!